Bonjour Lucie Chauffet, Bonjour. qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors en fait, moi j'ai toujours été bien dans le moule de la société, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire bien par rapport aux valeurs que la société m'inculquait. Donc que ce soit via l'école, via les médias, j'ai un peu grandi avec une idée, une philosophie qui me disait que pour être heureux dans la vie, il fallait bien travailler à l'école, avoir de bons diplômes, pour avoir un bon métier et plus tard gagner beaucoup d'argent et vivre confortablement. Donc le bonheur était un peu un bonheur matérialiste, mais c'est un peu comme ça que je l'ai toujours perçu. Et je pense que beaucoup de monde ont cette philosophie bien ancrée aussi en eux. Donc, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours bien travaillé à l'école. J'ai eu un diplôme, j'ai eu un métier. Donc j'ai fait un bac+2, j'ai eu un DUT en biologie. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis un jour j'ai été maman. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout a été bouleversé dans ma vie. J'avais plus trop envie d'aller au travail. Ce que je voulais avant tout, c'était m'occuper de mon fils. Et en fait, mon travail m'handicapait pour bien passer du temps avec mon fils, être présente auprès de lui, etc. Donc j'ai songé à arrêter pour m'occuper de lui, mais j'avais une espèce de pression à l'intérieur de moi qui me disait voilà, tu peux pas t'arrêter de travailler, c'est rétrograde, tu peux pas être esclave de ton enfant, tu peux pas dépendre de ton mari, enfin toutes les idées issues du féminisme qui sont dans toutes les petites filles, je pense, depuis un certain temps. Donc j'avais du mal à me décrocher de ces idées-là. Puis je me disais, bon, si j'arrête de travailler, c'est vrai que notre niveau de vie va baisser et ça ne sera pas forcément bien pour mon fils. Donc vaut mieux gagner beaucoup d'argent pour rendre heureux un enfant que peut-être une maman à la maison qui prend soin de lui. Donc ça, c'était les idées que j'avais en tête. Et donc je me disais, bon, on fera plus de voyages, je lui ferai plus de cadeaux et voilà, je compenserai comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui restait en moi. Donc j'ai continué à travailler, à m'occuper de lui et j'ai même repris des études en me disant que si j'avais un poste plus élevé, si je gagnais plus d'argent, je pourrais me mettre à mi-temps et que du coup notre niveau de vie, on souffrirait pas de trop. Donc j'ai repris pendant 3 ans des études, donc j'ai fait 3 années d'apprentissage. Donc ce qui était bien, c'est que j'étais rémunérée pour mon travail, j'étais à moitié en entreprise et à moitié à l'école. Donc puis je gérais aussi ma vie familiale, donc c'était assez intense, mais ça m'a permis d'obtenir un bac+2 et d'obtenir ensuite un poste d'ingénieur dans une grande entreprise internationale. Donc j'étais toute contente, j'allais enfin pouvoir avoir un peu un statut social respecté, peut-être gagner plus d'argent et pouvoir peut-être me mettre plus tard à mi-temps pour avoir plus de temps avec mon fils. Mais ce que j'avais un peu oublié, c'est que quand on est cadre et quand on a des horaires des horaires de cadre, ça n'existe pas, c'est un peu sans fin, c'est un peu illimité. Donc voilà, je passais énormément de temps au travail et je voyais encore moins mon fils qu'auparavant. Et puis je dépensais énormément d'argent en frais de nourrice. Donc au final, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Quel est ce monde dans lequel on vit? Pourquoi je ne peux pas juste m'occuper de mon fils et en être fière, et me sentir bien dans ce rôle-là? Donc j'ai arrêté mon travail et j'ai réfléchi sur ce sujet-là, quoi. C'était un peu des questions qui tournaient en rond, donc je me suis renseignée, j'ai été sur Internet, j'ai lu beaucoup de livres de féministes, d'Elisabeth Badinter, de Simone de Beauvoir, même de féministes jeunes comme Eliette Abécassi ou Clémentine Autain. Enfin, j'ai vraiment fait un balayage de toutes les féministes. J'ai regardé beaucoup d'interviews aussi de toutes ces dames. Et puis j'ai étudié leur biographie. Et je me suis rendu compte de beaucoup de paradoxes, beaucoup d'absurdités. Et j'ai vraiment pris conscience que c'était une imposture. Donc, d'où le titre du livre. J'ai voulu aussi, par ce livre, décomplexer les mères au foyer qui se sentent pas bien reconnues socialement et qui pensent justement elles aussi que le fait d'être mère au foyer, ça prouve leur manque d'intellect. Et voilà, donc j'ai voulu dire, moi j'ai fait des beaux diplômes et finalement j'ai fait ce choix-là, donc c'est pas parce que... Enfin, voilà, c'est pour les décomplexer un peu. Et surtout aussi pour dire aux jeunes filles que quand elles vont choisir leur orientation plus tard, au moment de leur choix de vie, il faut absolument qu'elles prennent en compte la donnée maternité. Ce qu'on oublie de dire, bien sûr, à l'école aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas aux jeunes filles, un jour vous serez mère, et peut-être que ça changera toute votre vision du monde et toute votre organisation personnelle. Et peut-être qu'à ce moment-là, votre métier que vous aurez passé énormément de temps à préparer et voilà,
vous aurez passé énormément de temps d'études, peut-être qu'à ce moment-là, ce métier-là vous handicapera. Et d'ailleurs, Clémentine Autain le dit, elle n'arrive pas à l'expliquer, mais elle dit ouais, je me sens pas bien, on est soit trop au travail, soit trop avec les enfants, et une espèce de cercle vicieux de culpabilité sans fin. Et on n'est jamais bien. Enfin, pas vu par la société, on n'est jamais bien. Et en fait, je m'en suis rendu compte de ça aussi via les différents questionnaires que j'ai pu, parce que j'ai fait pas mal d'interviews de femmes. Donc je leur ai fait un questionnaire et elles ont répondu. Donc j'ai pas voulu les influencer, donc je leur ai pas fait une interview orale, parce qu'on a toujours tendance à acquiescer ou à faire ou à dire qu'on n'est pas content, enfin à faire un peu une mine déconfite quand des choses nous plaisent pas. Donc j'ai voulu vraiment leur laisser tout le loisir d'exprimer ce qu'elles avaient envie de dire. Donc je leur ai juste envoyé un questionnaire, elles ont rempli. Et j'ai rien touché à ce qu'elles ont pu dire, tout est à la fin du livre. Et je reprends quelques passages pour étayer ce que je dis. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans leur réponse, c'est qu'elles se sentent jamais vraiment bien. Alors celles qui n'ont pas d'enfants rêvent d'en avoir, mais elles se disent quand même, je pourrais pas, ça va être compliqué avec mon travail. Et puis celles qui travaillent beaucoup sont frustrées de ne pas avoir leurs enfants. Enfin, puis les mères au foyer se disent, bah oui, mais moi je travaille pas, ça se trouve c'est tout un univers que je rate. Donc voilà, c'est une espèce de cercle vicieux sans fin. Pourquoi est-ce que cela peut être complexant pour une femme d'avoir un enfant avant 30 ans? C'est assez compliqué parce que en fait, la société nous donne un plan de vie. On comprend assez jeune que pour être autorisé à être parent ou pour être autorisé à être mère, il faut avoir certaines conditions. Et le problème, c'est que ces conditions-là, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de les réunir. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il faudrait avoir un CDI, être quand même en CDI depuis un certain temps, parce que dire au patron qu'on est enceinte au bout de 2 mois de CDI, on sent que ça va pas aller. Donc il faudrait être en CDI depuis un certain temps, si possible avoir acheté une maison, minimum, enfin, ou un appartement, mais avec minimum 2 chambres. Et donc tout ça, avant 30 ans, c'est assez difficile à réunir. Puis il faut avoir un bon métier, donc forcément, ce qui dit bon métier, il dit bon diplôme, et donc longues années d'études, donc forcément, effectivement, avant 30 ans, c'est un peu compliqué. Donc les femmes s'auto-persuadent qu'elles sont pas... que tant qu'elles n'ont pas réuni ces conditions-là, elles peuvent pas dire qu'elles veulent être mères. Enfin, on leur fait ressentir ça. Et moi, ayant été maman à 22 ans, j'ai senti toujours des questionnements. J'ai toujours souvent été mal perçue. On me disait, mais à 22 ans, mais t'es très jeune, pourquoi ta vie est finie, tu vas pas jamais faire plus d'études, et puis pourquoi être si jeune et faire ce choix-là. Enfin, même dans le milieu médical, je sentais les questions, mais est-ce que c'est un accident? Enfin, il fallait toujours que je me justifie, alors qu'une femme de 30 ans qui a réuni toutes ces conditions n'a pas besoin de se justifier. Enfin, on a ce sentiment-là. Puis c'est très difficile de dire à un patron, ben voilà, je suis enceinte. C'est toujours très mal perçu, quoi. C'est même pas forcément que par des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui font des réflexions négatives, une espèce de jalousie aussi de celles qui vont privilégier leur carrière, et puis de voir qu'il y a des jeunes qui ont des enfants très tôt comme ça, et voilà. Donc on sent que c'est pas apprécié et qu'on va être obligé de se justifier. Et c'est vraiment très difficile à une femme de dire à un patron, ben voilà, je suis enceinte. C'est un moment très douloureux à passer, quoi. Et est-ce qu'il y a aussi le fait que lorsque l'on a fait des études, on tente de se prouver à soi-même qu'on est intelligent? Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je suis beaucoup plus sereine maintenant en disant je suis femme au foyer, avec mon background, quoi, avec mes diplômes, mon poste d'ingénieur. Je sais que je vaux quelque chose, et du coup, je suis plus sereine dans mes choix, et puis je peux le justifier. Voilà. Alors qu'une jeune fille qui est maman et qui n'a pas fait forcément d'études va se sentir plus touchée par les attaques et va avoir même envie de prouver qu'elle vaut quelque chose. Alors, en essayant d'être une mère extraordinaire, en multipliant le travail, enfin, en étant mère travailleuse, en essayant de tout combiner de manière presque surhumaine. Pour se prouver que voilà, c'est une bonne mère, elle mérite d'être mère parce qu'elle gagne de l'argent. Voilà, les diplômes rassurent en fait, parce que c'est pas, vu que la position de mère au foyer est très mal vue socialement, au moins le fait d'avoir des diplômes ou d'avoir eu un poste élevé, ça
ça contrebalance les choses. Les féministes expliquent toujours le fait qu'il y ait énormément de femmes qui soient à temps partiel comme si c'était quelque chose de subi. C'est-à-dire que pauvres femmes, elles n'obtiennent que des temps partiels. C'est un peu ce qu'on a dans le discours féministe. Alors que moi, je suis persuadée que c'est les femmes qui demandent d'avoir des temps partiels parce que c'est extraordinaire pour s'occuper des enfants. C'est-à-dire que ça ne les oblige pas... Enfin, elles se disent, bon, je vais quand même conserver mon travail parce que plus tard, j'en aurai peut-être besoin quand les enfants seront grands. Je voudrais peut-être retourner travailler, puis j'ai pas envie de perdre voilà, mon expérience, etc. Donc elles se raccrochent au travail, mais elles peuvent avoir un mi-temps. Donc ça, c'est extraordinaire parce qu'elles peuvent aller s'occuper de leurs enfants et conserver les deux, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle demande et il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir un mi-temps et qui n'arrivent pas à l'obtenir. Le patron dit non, désolé, on a besoin d'un temps partiel. Voilà. Donc c'est assez amusant la façon dont elle détourne les choses pour encore pour victimiser les femmes et voilà. Au cours des premiers mois, un bébé a-t-il plus besoin de sa mère que de son père? Alors pour moi, c'est évident qu'un bébé a besoin de sa mère parce que justement la mère va l'allaiter. Donc, et je trouve que il n'y a pas que moi qui trouve ça, hein. C'est l'OMS qui dit que que l'allaitement est le meilleur moyen de nourrir l'enfant. Donc effectivement, c'est extrêmement important pour un enfant, un bébé, d'avoir sa mère. Alors effectivement, il y a aussi besoin d'un père et les deux sont très importants. Mais tout au départ, c'est vrai que la mère, c'est elle qui va le protéger, le nourrir, le soigner, enfin voilà, le materner, quoi. Ça porte bien son nom. En termes de choix de vie, ça implique que la mère doit être présente 100% avec son enfant dès les premiers mois, donc de ne pas travailler. Enfin, je vois pas comment on peut concilier travail et attention comme ça. D'ailleurs, l'allaitement est extrêmement compliqué quand on travaille. Alors, il y a des mères qui tirent leur lait, qui font qui se débrouillent pour s'en sortir quand même, mais rapidement, elles n'allaitent pas ou alors elles arrêtent l'allaitement. Voilà, donc pour moi, il est évident qu'une mère qui veut... un bébé a besoin de sa mère. Et même les mères, il y a même une féministe qui le reconnaît, qui dit qu'une mère qui est trop privée des soins à son nourrisson en souffre. C'est-à-dire que les mères naturellement, envers un nourrisson, sont extrêmement possessives et voudraient même s'en occuper exclusivement, quoi, parce que ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir. Donc je pense qu'un bébé a autant besoin de sa mère que la mère a autant besoin de s'occuper du bébé, quoi. C'est un plaisir pour les deux. Mais ça n'empêche pas que le père est indispensable aussi dans l'éducation. Voilà, il y a le professeur Maurice Berger, qui est professeur à l'université de Lyon et qui est aussi chef de service du CHU de Saint-Étienne, un grand professeur en psychiatrie, qui dit qu'effectivement le père et la mère ont un rôle différent à jouer mais extrêmement indispensable pour l'enfant. Alors la mère va être plus dans le registre du soin, de l'émotion, etc., autour de l'enfant, va le protéger, etc. Et l'homme va être plus... celui qui va le pousser ça va être un dialogue plus physique, ils expliquent ça comme ça. Il va le pousser dans ses retranchements, il va l'ouvrir sur le monde, il va le déconnecter un peu de la mère pour lui faire prendre de la maturité et de l'assurance. Il va lui faire des jeux plus de corps à corps, il va le mettre il va essayer de le taquiner, etc. Donc les deux sont indispensables, mais je pense que vraiment la mère est essentielle tout au début. Qu'appelez-vous la féminisation de l'école? Quelles en sont les conséquences? Alors en fait, la féminisation, c'est le fait qu'il y ait énormément de femmes aujourd'hui dans le milieu scolaire. Donc, alors c'est Arnaud de Tocsin qui reprend bien ce thème-là, donc, dans son livre La face cachée de l'école. Alors les professeurs, d'abord c'est les professeurs avec un E, hein, parce que il y a de plus en plus de femmes dans le métier. C'est pas un mal en soi, mais enfin ça prend des proportions quand même assez inquiétantes. Je dirais que la norme devient en vérité celle de l'école maternelle, où 97% des professeurs sont des femmes, ce qui favorise deux choses. D'une part, l'entrisme du féminisme, sur lequel on pourra revenir, et ce qui favorise d'autre part une certaine prolétarisation du métier. Il explique bien qu'autrefois le ministère de l'Éducation nationale s'appelait le ministère de l'Instruction publique, et c'est pas le même sens. C'est-à-dire que l'instruction, c'est plus issu ça veut plus dire équipé, outillé, armé pour la bataille. Donc c'est-à-dire c'est plus basé sur le savoir et préparer l'enfant au monde d'adulte et être prêt à l'affronter.
Alors qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, ça vient plus c'est plus dans un registre, éducare, je crois qu'en latin c'est educare, et c'est plus sur, le sens premier, c'est nourrir, donc c'est plus lié à le sens maternel, de maternage, nourrir, et on est moins c'est moins de la préparation au monde qui vient, mais plus peu du cocooning. Et on voit dans les écoles, c'est beaucoup moins, le savoir est vraiment réduit au minimum. C'est plus un moment d'amusement, c'est très ludique. Les enfants sont ravis d'aller à l'école, ils font beaucoup de sport, de musique, pas mal de choses, mais le savoir est vraiment, l'instruction réelle est extrêmement amoindrie aujourd'hui. Et pour un enfant, surtout les petits garçons, ça a un impact important chez les petits garçons. Alors, c'est Natacha Polony qui en parle. Et puis Arnaud de Toxin aussi, qui explique bien ça dans son livre. Pour les petits garçons, surtout les petits garçons qui sont élevés par des mères seules, ils voient que des femmes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas ils n'ont pas de modèle masculin, ils ne savent pas trop ce qu'est un homme et ce qu'il représente. Et pour leur structuration, c'est assez complexe parce que effectivement, les petits garçons qui sont élevés par des mères seules voient une femme à la maison, à l'école c'est la maîtresse, et donc ça pose des problèmes apparemment d'identification et de construction de la personnalité. Il y a même le ministre britannique David Cameron qui se posait ces questions-là et se demandait si effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de femmes à l'école, si c'était pas négatif pour les garçons. Et il est prouvé qu'il y a beaucoup de garçons qui réussissent moins bien que les filles à l'école. Quels sont les différents courants au sein du féminisme ? Moi, je me suis appuyée sur ce qu'en dit Louise Toupin, donc, qui est docteur en sciences politiques et spécialiste des questions des études sur le féminisme dans une université à Québec. Et donc elle dit que le féminisme, c'est une prise de conscience d'abord individuelle, puis collective, suivie d'une révolte contre les arrangements des rapports de sexe et la position des femmes dans une société donnée, à un moment donné de leur histoire, de son histoire, de la société. Et donc c'est une lutte pour changer ces rapports et la situation des femmes à ce moment-là. Donc il y a trois grands courants. Il y a ce qu'on appelle le féminisme libéral égalitaire, donc là qui explique la subordination ou l'oppression des femmes par des préjugés, des stéréotypes et une sociabilisation différente. Ça c'est le premier grand courant. Donc pour eux, pour contrer ça, leur principale lutte, c'est de dire on va changer les préjugés, on va par l'éducation non sexuée, il n'y aura pas la fille va faire ça et le garçon va faire ça. Donc c'est vraiment changer les préjugés, les stéréotypes. Donc ça c'est le premier grand courant. Deuxième grand courant, c'est le féminisme de tradition marxiste, donc qui est issu du marxisme, des idées de gauche. Et donc là, le facteur d'oppression des femmes, c'est le système économique, le capitalisme, qui a divisé le travail c'est une division sexuée du travail. Donc les femmes sont à la maison, ils font un travail gratuit domestique, à la maison avec les enfants, le ménage, etc. Et les hommes, eux, vont être salariés, vont travailler à l'extérieur. Donc pour eux, il faut complètement abattre le système capitaliste lié à la propriété privée et rechanger tout ça pour une propriété collective. C'est des idées de gauche. Voilà. Et la troisième grande tendance, c'est le féminisme radical. Donc là, c'est de dire, alors c'est plus les préjugés ni le système économique qui explique l'oppression des femmes. Là, c'est le patriarcat. Donc c'est le pouvoir des hommes, c'est les hommes comme classe, comme classe sociale. Donc là, pour eux, la lutte, ça va être de complètement abattre le pouvoir des hommes pour donner le pouvoir aux femmes. Et donc ils vont beaucoup lutter pour la réappropriation des femmes de leur corps. Ils vont lutter pour l'avortement. Ils vont être pour l'avortement. Ils vont bien aimer aussi créer des centres exclusivement dédiés aux femmes, des centres de santé pour les femmes, des maisons de retraite que pour les femmes, etc. Moi, ce que je peux comprendre, c'est au départ l'envie des femmes d'avoir un respect pour leur rôle.
Alors je comprends qu'au départ, quand les femmes étaient à la maison et faisaient avaient une activité très importante, mais qui était toujours dans l'ombre de l'activité du mari, avaient envie d'avoir un respect pour leur travail, avoir une récompense aussi pour ce qu'elles faisaient. Malheureusement, le féminisme, au lieu de lutter pour obtenir le respect de ce rôle-là, a poussé les femmes à aller faire comme l'homme pour obtenir le respect. Et du coup, ça a encore aggravé la situation parce que ça a rejeté leur travail à la maison au second plan. Et elles n'ont plus voulu faire ça, c'était quelque chose d'horrible presque. Donc aujourd'hui, les femmes de ma génération, on a une très mauvaise image du rôle de mère au foyer et des tâches que ça comprend. Et donc, je pense que malheureusement, elles se sont fait plus de mal que de bien. Mais je comprends l'envie de ces femmes d'avoir une reconnaissance. Et même moi, j'aimerais bien obtenir un salaire pour être à la maison et m'occuper de mon fils. Et que cette position sociale soit reconnue et pas la dernière roue du carrosse, quoi. Donc ça, je suis prête à me battre pour avoir une reconnaissance du rôle de mère. Mais ça, je ne crois pas que ça soit dans l'idée des féministes. On l'a vu à l'instant, ce nouveau gouvernement donne une prime à la jeunesse. À 36 ans, Najat Vallaud-Belkacem devient la première femme ministre de l'Éducation nationale dans l'histoire de la Ve République. Elle devra gérer dans quelques jours la rentrée des classes de 12 millions d'élèves. Son portrait est signé Dominique Lagroux-Santerre. L'ascension fulgurante de l'ancienne porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Celle qui a même pas 37 ans, a déjà été ministre des droits des femmes dans le premier et le deuxième gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ministre de la Ville aussi, de la Jeunesse et des Sports. Un CV prolifique auquel elle ajoute ce soir le portefeuille de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 10 ans à peine après son entrée en politique. Que pensez-vous de la nomination au ministère de l'Éducation nationale de Najat Vallaud-Belkacem? Moi, ça me fait extrêmement peur pour mon fils et puis pour les générations à venir. Mais je pense que ce soit elle ou une autre... en fait, ce qu'on comprend quand on voit que maintenant elle est ministre de l'Éducation nationale, c'est que le plan est clair. Enfin, on voit bien où le gouvernement et où la société va en venir. C'est-à-dire qu'on veut complètement désorienter les enfants et les déconstruire, parce que c'est ces termes, elle veut déconstruire les stéréotypes. Donc voilà... mais que ce soit, on comprend ça parce que c'est elle qui a milité pour l'égalité homme-femme à tout prix. Elle a fait l'ABCD d'égalité. Elle allait dans les écoles faire de la propagande pour faire entrer tous les lobbies LGBT à l'école, pour dire que l'homosexualité était quelque chose de normal et que ça pouvait être un choix totalement acceptable pour les enfants. Enfin, voilà, donc on voit clairement ce qui va se passer, quoi. Là où il y a plus de chemin détourné. Mais bon, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, je pense que de toute manière le plan est déjà là et ça passera quoi qu'il arrive. Alors c'est un agent de passage, mais que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, je pense que ça change rien. Alors ça me conforte dans l'idée que c'est très important d'être mère au foyer, parce que du coup je suis là pour mon fils, je vais le chercher à la sortie de l'école. Moi, je ne le mets pas au NAP, aux nouvelles activités périscolaires. Moi, il n'y va pas. C'est moi qui lui fais faire des activités à la maison, où je lui fais faire des exercices en plus pour compléter ou pour l'aider. Donc ça me conforte dans mon choix. Mais c'est vrai que ça me fait très peur parce que je vois ce qui peut se passer, quoi. Je me dis que ce qui serait l'idéal, ça serait peut-être l'école à la maison ou les écoles hors contrat. Mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et déjà, les écoles hors contrat, il n'y en a pas partout. Et puis à mettre en place, c'est déjà très complexe et c'est très cher. Et puis l'école à la maison, le problème, moi, c'est que je me dis que mon fils serait tout seul et c'est un peu triste, quoi. Et voilà, je pense qu'il a besoin de voir des camarades et de s'amuser aussi. Donc voilà.